Si tu crois que le pire dans une trahison, c'est l'infidélité, attends de voir ce qui arrive quand on t'annonce ta propre vie comme un plan déjà signé. Ce mardi matin-là, à Lyon, je remuais un café que je ne voulais pas, et j'ai compris en une seconde que mon mariage était fini. Pas à cause d'un cri, pas à cause d'une dispute, mais à cause du calme de ma femme. Pauline me fixait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui avait déjà répété ma réaction devant un miroir. Elle a parlé presque doucement, presque gentiment. Je suis enceinte. Et avant même que mon cerveau trouve une place pour la joie ou la peur, elle a ajouté. Ça n'a pas d'importance de savoir qui est le père. Ce qui compte, c'est qui élèvera l'enfant. Je me souviens, m'être dit qu'une phrase pouvait avoir l'air raisonnable, et pourtant claquer comme une porte à l'intérieur de la poitrine. Je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté la tasse, j'ai souri, parce que le choc se déguise parfois en politesse. Et j'ai posé une seule question. L'enfant de qui? Pauline a haussé les épaules, comme si je demandais un détail administratif. Une ligne en bas d'un contrat. Une petite technicité. Et dans ce geste, il y avait le résumé de nos 8 dernières années. Moi, Adrien, infertile. C'était le mot employé par les médecins. Froid, net, comme une étiquette collée sur un bocal. Je lui avais tout dit depuis le début. Chaque test, chaque silence gênant dans des salles trop blanches, chaque blague que je faisais pour faire semblant que ça ne me détruisait pas. Elle disait qu'on était une équipe, que la famille dépassait la biologie, que l'amour trouve toujours un chemin. Visiblement, l'amour avait trouvé un chemin qui contournait l'honnêteté. Pauline m'a expliqué qu'elle ne m'avait rien dit parce qu'elle savait que je réfléchirais trop, que je compliquerais tout, et qu'au final, un enfant a besoin de stabilité, pas de questions. Et je me suis demandé à quel moment stabilité était devenue un synonyme de silence. Elle parlait comme si elle présentait un plan d'affaires, comme si elle avait réglé un problème de façon efficace. Et moi, je l'écoutais en regardant à quel point elle semblait prête, comme si sa décision avait déjà vieilli dans sa tête pendant que je me réveillais à peine. Je lui ai demandé depuis quand. Elle savait. Elle a dit des semaines, puis des mois. Puis la vérité a fini par glisser. Assez longtemps pour choisir des prénoms. Assez longtemps pour imaginer un futur où mon rôle était déjà écrit, sans mon consentement. Et là j'ai compris que la trahison n'était pas seulement l'histoire d'un autre homme. C'était surtout l'idée qu'elle croyait que j'accepterais n'importe quelle réalité, du moment qu'on me la servait avec un sourire et un discours sur la maturité. Elle a dit « Tu as toujours dit que tu voulais être père. » Et j'ai senti à quel point les mots peuvent être recyclés quand ça arrange quelqu'un. J'aurais voulu sortir une phrase tranchante, quelque chose de spectaculaire. Mais ce qui est sorti, c'était un rire. Bas au début, puis plus fort. Pas parce que c'était drôle, parce que l'absurde demandait un témoin. Pauline a eu l'air offensée, comme si j'avais brisé une règle non dite. Elle m'a lancé « Tu es puéril ». Et j'ai répondu « Peut-être, mais au moins je suis honnête ». La cuisine m'a semblé se rétrécir, comme si les murs se penchaient pour écouter. J'ai dit que j'avais besoin d'air. Elle m'a répondu « Ne sois pas égoïste ». Et là j'ai compris le vrai twist. Ce n'était pas une confession, c'était une proposition. Elle attendait que je prenne une place déjà attribuée, que j'applaudisse une pièce où je n'avais jamais auditionné. Et quand j'ai attrapé mes clés, sans musique dramatique, sans pluie de cinéma, j'ai senti une clarté étrange me traverser. Celle qui arrive quand le déni pointe et quitte son poste. Et je suis sorti, sans savoir encore où j'allais, mais en sachant exactement ce que je venais de perdre. Mon droit de choisir. Et ça, je ne pouvais plus l'ignorer. Je suis monté dans la voiture sans destination. Chaque rue familière me rappelait des accords qui n'avaient jamais vraiment existé. J'ai roulé longtemps avant de me garer devant un petit supermarché de quartier que je connaissais par cœur. Tout était identique, et pourtant ma vie venait de se réorganiser. En silence, mon téléphone vibrait avec le prénom de Pauline. Je n'ai pas répondu, pas par colère, mais parce que j'avais besoin d'entendre mes propres pensées avant qu'elle ne les reformule à ma place. Elle avait toujours été douée avec les mots, douée pour rendre les choses généreuses, modernes, raisonnables. Elle appelait ça être pragmatique. Moi, j'avais confondu ça avec la maturité.
Maintenant, je voyais que le pragmatisme était surtout sa façon d'éviter la responsabilité. Assis là, moteur coupé, j'ai repensé au soir où le médecin m'avait confirmé mon infertilité, à la façon dont je m'étais préparé à être plaint, jugé, puis abandonné, et comment à la place, Pauline m'avait pris dans ses bras en disant « Ça ne te définit pas ». J'avais cru cette phrase plus que n'importe quelle promesse, et maintenant elle résonnait autrement, comme si elle signifiait « Ça ne te définit pas tant que ça ne me dérange pas ». Quand je suis finalement rentré à l'appartement, elle était assise à la table, absorbée par son téléphone, comme si rien n'avait eu lieu. Elle m'a demandé si je m'étais calmé, comme si mes émotions étaient un bug temporaire. Je lui ai demandé qui il était, pas pour les détails, juste pour voir si elle choisirait enfin l'honnêteté. Elle a hésité juste assez longtemps pour confirmer ce que je savais déjà. Quelqu'un du travail, quelqu'un de compréhensif, quelqu'un qui la faisait se sentir écoutée, le casting habituel. Je lui ai demandé s'il savait pour moi. Elle a répondu bien sûr, il sait tout. Et c'était presque admirable, cette transparence offerte à tout le monde, sauf à la personne la plus concernée. Elle a ajouté qu'il ne voulait pas s'impliquer, qu'il avait sa propre situation. Et j'ai ri encore, parce que l'ironie était trop nette. Le père biologique avait une sortie, et moi, l'homme infertile, j'étais censé rester. Elle a appelé ça le destin. Une opportunité. Elle a dit « Tu as ce que tu as toujours voulu, sans les parties compliquées. » Et je lui ai demandé depuis quand le mensonge était devenu un avantage. Elle m'a accusé de nourrir mon ego, de laisser ma fierté gâcher quelque chose de beau. Et là, j'ai compris qu'à ses yeux, être adulte signifiait accepter, pas discuter. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé, à fixer le plafond, à compter les fissures, parce que compter quelque chose de réel était plus sûr que compter les couches de confiance détruites. J'ai imaginé le futur qu'elle projetait. Les fêtes d'école, les repas de famille, les petits mensonges empilés jusqu'à devenir un mode de vie. J'ai imaginé expliquer un jour à un enfant que l'amour repose sur des demi-vérités, et quelque chose en moi a cessé de négocier. Au matin, je savais que ce n'était pas une histoire d'infertilité, ou même d'infidélité. C'était une histoire de consentement, du vol silencieux du choix, pendant que je préparais un sac. Pauline m'a demandé où je croyais aller. J'ai répondu « Là où je peux m'entendre penser ». Elle a dit « Tu fuis ». Et j'ai souri. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je savais exactement vers quoi je courais. Je suis allé chez mon frère Thomas. Pas parce qu'il avait des solutions, mais parce qu'il savait se taire. Il m'a tendu un café, sans poser de questions, et m'a laissé m'installer dans le silence. Et dans ce silence, j'ai commencé à revoir des scènes que j'avais ignorées pendant des années. Des phrases lâchées par Pauline sur l'héritage, sur le sang, sur la continuité, la façon dont elle se raidissait quand des amis annonçaient une grossesse, la manière dont elle parlait du sacrifice, comme si c'était toujours le rôle de quelqu'un d'autre. J'ai compris que j'avais passé trop de temps à prouver que j'étais suffisant, sans jamais me demander si j'étais respecté. Elle m'appelait tous les jours au début. Sa voix douce, préparée, patiente, elle disait qu'on pouvait en parler comme des adultes, que les familles se construisent de 1000 façons, que l'amour est une décision plus qu'un sentiment. Et presque malgré moi, j'admirais la cohérence de son discours. Il ne changeait jamais, parce qu'il ne faisait jamais de place à ma voix. Quand j'ai accepté de la revoir dans un café neutre, elle est arrivée avec un plan complet. Horaire, finances, organisation de la vie. Elle parlait du bébé comme d'un projet avec des échéances. Elle a dit « Tu t'y attacheras quand tu l'auras dans les bras », comme si l'attachement pouvait être programmé comme une réunion. Je lui ai posé une seule question, celle qui a tout ralenti. Que dira-t-on à l'enfant quand il demandera d'où il vient ? Elle a répondu qu'on lui dirait la vérité, quand il serait plus grand. J'ai demandé laquelle, la complète ou la version corrigée. Elle m'a accusé d'être encore dramatique, de créer des problèmes hypothétiques, au lieu de chercher des solutions. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose de très clair. Chaque solution qu'elle proposait exigeait que je me réduise. Moins d'honnêteté, moins d'espace, moins de dignité. Je lui ai dit que je ne ferais pas partie d'une histoire où mon rôle avait été décidé en mon absence. Elle a répondu que je choisissais ma fierté plutôt que la famille.
Et j'ai dit non. Je choisis des limites, plutôt que la facilité. Elle avait l'air sincèrement perdue, comme si le concept même de limite lui était étranger. Après ce rendez-vous, ses appels se sont espacés, puis arrêtés, remplacés par des messages oscillant entre culpabilité et nostalgie. Rappelle-toi nos voyages, nos blagues, ce qu'on était, et je m'en souvenais très bien. C'est justement pour ça que je pouvais dire adieu sans réécrire l'histoire. Les semaines ont passé, et des rumeurs me sont parvenues, par des amis communs. Dans certaines versions, j'étais froid, dans d'autres absent. Dans presque toute mon infertilité devenait le centre du récit, non plus comme un fait médical, mais comme un défaut de caractère. J'ai appris vite qu'une histoire change, selon celui qui la raconte. J'ai résisté à l'envie de me défendre publiquement, parce que j'avais compris quelque chose d'essentiel. La vérité n'a pas besoin de publicité. Elle attend, discrète, le bon moment. J'ai commencé à reconstruire des routines simples. Marcher le matin, lire le soir, des gestes basiques qui me rappelèrent que j'existais en dehors de la crise. Et peu à peu, le choc s'est transformé en quelque chose de plus stable. Pas de l'amertume, pas de la tristesse, mais une forme de détermination calme. Je ne savais pas encore à quoi ressemblerait mon futur, mais je savais exactement ce qu'il ne serait pas. Il ne serait pas bâti sur le silence déguisé en amour. Un jour, un avocat que j'avais consulté pour des raisons pratiques m'a posé une question qui a tout déplacé. Est-ce que vous avez des échanges écrits où elle reconnaît la situation avant la grossesse? Et soudain, des années de messages ont pris un autre poids. J'ai passé un après-midi entier à faire défiler des conversations, des projets, des peurs, des plaisanteries. Et là, au milieu de détails anodins, j'ai retrouvé ces mots après mon diagnostic. On affrontera ça ensemble, sans secret. L'ironie était presque parfaite. J'ai compris qu'elle n'avait pas seulement trahi ma confiance. Elle avait contredit ses propres valeurs affichées. Je n'avais aucune envie de transformer ma vie en bataille juridique. Mais la clarté a ce pouvoir étrange d'ouvrir des options. Je lui ai envoyé un dernier message. Une demande simple. Une conversation honnête, sans pression ni stratégie. Elle a accepté. Et quand nous nous sommes revus, elle n'était plus la même. Moins sûre d'elle. Plus sur la défensive. Je lui ai dit calmement que je ne contesterais rien, que je n'interférerais pas dans sa vie, mais que je ne participerais pas à une famille construite sur l'omission. Je lui ai demandé si elle comprenait pourquoi. Elle a hésité. Puis pour la première fois, elle a admis qu'elle avait eu peur que je parte si elle m'avait dit la vérité plus tôt. Et je lui ai répondu doucement. Voilà le prix de décider à la place de quelqu'un d'autre. Cette phrase a pesé plus lourd que n'importe quelle dispute. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas argumenté. Elle a simplement hoché la tête. Et dans ce geste, il y avait la fin de notre mariage. Sans cri, sans drame, juste une acceptation tardive. En repartant ce jour-là, je me suis senti différent de la première fois. Plus léger, plus aligné. Je ne me voyais plus comme l'homme qu'on avait quitté, mais comme celui qui avait choisi de ne pas rester. Et cette nuance a tout changé. Dans les mois qui ont suivi, j'ai observé à distance comment le récit, soigneusement construit par Pauline, commençait à se fissurer. Pas avec des explosions ou des confrontations, mais avec de petites incohérences, des questions posées trop souvent, des silences mal placés. Je n'ai rien célébré. Je l'ai simplement pris comme une confirmation silencieuse que partir avait été la bonne décision. Parce qu'une paix fondée sur le respect de soi dure toujours plus longtemps qu'un confort bâti sur le compromis. Le temps a fait son travail, mes pensées à son sujet ont glissé de la confusion vers la lucidité. J'ai cessé de me demander pourquoi elle avait agi ainsi, et j'ai commencé à comprendre comment elle se l'était justifiée. Pour elle, le résultat comptait plus que le chemin. Les bonnes intentions excusaient les mauvais choix, et cette croyance expliquait tout, y compris le fait qu'elle ne s'excusait jamais vraiment. Elle expliquait, un jour au détour d'une conversation banale avec une connaissance commune, j'ai appris quelque chose d'inattendu. L'homme avec qui elle avait été impliquée s'était lui aussi retiré complètement, pas seulement d'elle, mais de toute l'histoire. Et soudain son discours sur le fait que la paternité dépend de celui qui élève l'enfant sonnait moins comme une philosophie et plus comme une défense.
Je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement un soulagement discret, celui de savoir que mes instincts ne m'avaient pas trompé, que rester aurait signifié porter des conséquences, qui n'étaient pas les miennes. Je me suis concentré sur autre chose, reconstruire des parties de moi que j'avais laissées de côté. J'ai voyagé seul pour la première fois depuis des années. J'ai découvert que le silence peut être réparateur quand il est choisi. J'ai renoué avec des amis qui me connaissaient avant que je n'apprenne à me minimiser. Et peu à peu, j'ai cessé de me définir intérieurement comme l'infertile. Ce mot avait pris trop de place. Un soir, Pauline m'a recontacté. Pas pour discuter, mais pour m'informer. Elle déménageait pour se rapprocher de sa famille. Elle m'a remercié d'avoir été calme. Et à ce moment-là, j'ai compris que mon calme avait été confondu avec de l'accord. Je lui ai sincèrement souhaité le meilleur, parce que la rancœur aurait été une autre forme d'attachement. Après cet appel, je suis resté longtemps à réfléchir à la pression étrange exercée sur les hommes pour tout accepter dès que c'est présenté comme une responsabilité, pour confondre endurance et vertu, pour croire que dire non diminue. Et j'ai compris que mon refus silencieux avait été l'acte le plus responsable possible, pas seulement pour moi, mais pour la vérité elle-même. Ma vie n'est pas devenue parfaite, mais elle est devenue honnête. Et cette honnêteté avait une stabilité que la performance n'a jamais. J'ai commencé à m'impliquer dans un programme associatif à Marseille, à accompagner des jeunes hommes. Pas comme un modèle, mais comme quelqu'un qui avait appris à ses dépens la valeur du respect de soi. Je ne racontais jamais toute mon histoire, seulement ce qui comptait, que personne n'est obligé d'accepter un récit dans lequel son consentement est absent, que l'amour sans transparence n'est qu'une attente déguisée. Et en les voyant écouter, j'ai senti quelque chose se remettre en place. Pas une consolation, pas un remplacement, mais un sens. Le sentiment que ma valeur n'avait jamais dépendu de la biologie, ni des rôles que d'autres projetèrent sur moi. Avec le temps, les démarches du divorce ont avancé sans heurts, presque mécaniquement, comme si l'essentiel avait déjà été réglé ailleurs, dans des moments plus calmes, plus solitaires. J'ai emménagé dans un appartement plus petit, plus lumineux, avec moins de souvenirs accrochés au mur. Et pour la première fois, l'extérieur ressemblait à ce que je ressentais à l'intérieur. Simple, volontaire, dégagé. Certains me demandaient si je ne me sentais pas vide en vivant seul. Et je répondais non. Je me sentais précis. Précis sur ce que je voulais. Précis sur ce que je ne tolérerais plus. Des nouvelles me parvenaient parfois, sans que je les cherche. L'enfant était né en bonne santé. Pauline s'appuyait beaucoup sur sa famille. La vie suivait son cours imparfait. J'éprouvais une forme de compassion sans implication, ce que je croyais impossible autrefois. Mais la distance adoucit sans effacer les limites. Un après-midi, je l'ai croisé par hasard dans une librairie. Échange poli, presque neutre, comme deux personnes ayant partagé un long chapitre sans ressentir le besoin de le relire. Elle avait l'air fatiguée, mais plus ancrée. Elle m'a dit qu'elle espérait que j'étais heureux. Et j'ai répondu que oui. Pas heureux de manière bruyante ou triomphante, mais heureux de façon solide, parce que le bonheur construit sur le renoncement à soi est fragile, alors que celui bâti sur le respect est silencieux et durable. Quand les papiers du divorce ont été signés, il n'y a rien eu à régler émotionnellement. Tout avait déjà été tranché bien avant. Dans le silence, je continuais à accompagner des jeunes, à voyager, à bâtir des routines alignées avec l'homme que je devenais, plutôt qu'avec celui que l'on attendait que je sois. Je ne mesurais plus ma vie à des étapes toutes faites ou à des attentes empruntées, mais à l'alignement. Est-ce que mes choix respectaient mes valeurs? Est-ce que mes relations laissaient de la place à la vérité? Est-ce que je me respectais? Et la réponse était presque toujours oui. Le suspense que je ressentais autrefois à propos de mon avenir s'est dissous en curiosité. Une émotion plus saine, parce qu'elle invite à avancer sans peur. J'ai repensé à la facilité avec laquelle j'aurais pu accepter une vie décidée par quelqu'un d'autre, à la manière dont l'amour peut devenir une arme quand il est privé de transparence, à cette pression sourde qui pousse à disparaître pour le confort des autres, et j'ai compris que la vraie perte aurait été de rester, de me taire, de me dissoudre dans un rôle imposé,
Je n'ai pas perdu une famille. J'ai refusé un mensonge. Et cette décision a mis fin à une histoire. Nette, sans détour, sans retour possible.